Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. 8h16, merci d'avoir choisi Atlantic Radio pour vous réveiller. On se réveille bien, moi je pense que les auditeurs se réveillent même mieux que nous ce matin. C'est-à-dire que nous on a du mal à se réveiller ce matin, mais les auditeurs là ils ont la pêche. Ça va, moi aussi j'ai la pêche, j'ai le plaisir de vous voir, de vous rencontrer, de décoder des sujets sur des sujets importants. C'est un plaisir de voir Wissem, de vous voir et de vous souhaiter à mon tour la bienvenue dans la grande famille des décodeurs. Alors Saïd Taheri, on va dire analyste économique et spécialisé dans le tourisme. On va dire essentiellement dans le tourisme, effectivement, et dans l'accompagnement d'entreprises touristiques. C'est un des quatre fantastiques du tourisme au Maroc. Je ne sais pas qui sont les autres, mais c'est super-héros du tourisme. Ça me fait plaisir d'être fantastique, effectivement, dans un secteur fantastique. Wissam Bouzdeli, journaliste. Oui, effectivement, rédacteur en chef de Maroc. Tout à l'heure, Mohamed Saïd vous a dit, vous avez changé un truc. Mais c'est très bien. On ne sait pas quoi, mais c'est très bien. Continuez comme ça. Très bien. Alors aujourd'hui, plusieurs thématiques, beaucoup de thématiques. On va commencer par celle-ci. L'époque de la tolérance est révolue. C'est le message ferme lancé par le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Laftit, mercredi devant les élus lors de l'examen du budget de son département par la commission de l'Intérieur et des collectivités locales à la Chambre des représentants. Cette année, le ministère de l'Intérieur a déjà engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de 300 élus, ou anciens élus locaux ou régionaux impliqués dans des crimes financiers. Et c'est un record, une démarche qui s'inscrit dans une politique de moralisation de la vie publique, de transparence. Laftit fait le ménage. On en parle aujourd'hui dans les décodeurs. Il y a une autre info aussi qui est importante, que j'ai pas citée dans l'intro. C'est la reprise en fait des débats filmés à la Chambre des représentants et au Parlement. C'est quoi ? C'est par souci de transparence, c'est pour que les Marocains puissent regarder ces débats, ou c'est aussi pour que les élus soient productifs ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Après on va parler du ministre de l'Intérieur. Non, je pense qu'il y avait forcément un problème de communication générale de la part de la classe politique, qui s'est vu lors de ces événements de ces dernières semaines de Gen Z. Et quand on parle de communication, il y a eu certainement aussi des critiques qui ont été faites au niveau de la transparence des débats au niveau du Parlement, qui est une institution centrale dans la pratique politique de n'importe quel pays. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse reprendre ces transmissions. Non, je crois qu'il y a un message fort, un message de transparence justement, et comme vous l'avez dit au départ dans votre introduction, fini la tolérance, fini l'impunité politique, l'impunité au niveau local, essentiellement. Et vous avez évoqué un chiffre qui est important, qui est celui de 302 élus, je crois, qui ont été, qui sont poursuivis en 2025. Je rappelle juste, puisque la comparaison est bonne, je rappelle juste qu'ils étaient, je crois, 137 en 2024, et entre 2018 et 2021, ils étaient en moyenne entre 80 et 120. Donc on a vraiment triplé, mais bon, le plus important n'est pas le chiffre. Le plus important, c'est le message. C'est le message qu'on a derrière. Et moi, quand j'ai regardé, parce que c'est vrai que maintenant c'est filmé, quand j'ai regardé Monsieur Laftit parler, j'ai vu un homme déterminé à dire qu'on reviendra sur le passé, et que si quelqu'un a fait quelque chose, il a intérêt à lui-même revenir sur ce qu'il a pris, pas un dirham, pas un terrain, rien ne sera pardonné. Et ça, c'est des messages qui sont forts à l'approche des élections de 2026. Non, mais il a quand même aussi précisé que la majorité des élus n'ont pas de procédure en cours. Parce que, il faut le dire, là on est en train de dire, c'est bien, on est passé de 100 à 137, et puis maintenant on est à 300, mais c'est quand même pas normal.
Enfin, c'est quand même pas normal qu'on ait autant d'affaires, qui sont des affaires souvent locales d'ailleurs, sur nos élus. Le défi, et je prends le mot et je te donne la parole rapidement. Le défi, ce n'est pas uniquement de poursuivre ces élus, mais c'est également d'améliorer les capacités locales de formation et administratives et de formation des élus. Lorsque vous êtes élu de bonne foi et que vous n'avez aucune procédure, ben forcément vous êtes bien parti pour dérailler quelque part. Oui, Sam. Non, je pense que les chiffres, bien sûr, ils sont importants. Je pense que la révolution est tout à fait normale parce que ce qu'il faut se dire, c'est que l'État n'est pas, normalement, en principe, il n'est jamais dans une logique de chasse aux sorcières, c'est-à-dire que l'instruction prend du temps. Il faut que les dossiers soient bien constitués. On ne peut pas mettre, par exemple, des élus en prison sur de simples accusations ou suspicions. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on tarde autant à voir ces poursuites se faire jour est tout à fait normal. Ceci dit, il faut aussi rappeler un élément de contexte qui, je pense, est très important, c'est que lors du dernier Conseil des ministres présidé par le roi à Rabat, il y a eu des instructions claires pour qu'il y ait une moralisation, radicale peut-être. Ça c'est moi qui utilise cet adjectif. Il n'était pas dans le communiqué du cabinet royal, mais une moralisation radicale de la pratique politique dans notre pays, parce que on est face à des échéances importantes. Bon, je sais que tout le monde pense de toute évidence rapidement à la Coupe du Monde, mais ce n'est pas que cela. Donc on est vraiment dans un chantier large d'émergence du pays, et il faut une classe politique qui est susceptible de porter tous ces chantiers. C'est pas la première fois que Sa Majesté fait passer des messages dans ses discours quand même. Hein. Donc pourquoi maintenant en fait ? Je pense que le contexte est beaucoup plus favorable, d'autant plus qu'il y a un soutien populaire manifeste qui s'est vu lors de ces manifestations de Gen Z 212. Ouais. Il y a une demande de changement qui est évidente. Il y a une décision, je ne sais pas si le mot est correct, collective pour mettre le haut là à tout. Une volonté. Il y a une volonté, voilà. Il y a je dirais plus qu'une volonté, mais en tout cas il y a un sentiment qu'on a tous ici que les choses doivent changer, que le pays ne peut plus garder une certaine catégorie d'hommes et de femmes politiques à la tête de leur commune en l'occurrence, ou bien à la tête des postes de décision, et qu'il faut changer les choses. Mais franchement, Wissem, il était temps. Nous sommes 94e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption au niveau de Transparency. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Transparency. Le ACP aussi, il dit qu'il y a entre 2 et 3% du PIB qui est perdu dans la corruption. Donc, il y a un moment, il fallait bien passer de la simple volonté politique à une véritable dynamique. Mais comme vous l'avez très bien dit, Franck, la volonté est là. Le bateau tout seul n'est pas suffisant. Mais justement, il faut que cela soit accompagné par un véritable renforcement des capacités des élus pour justement faire leur travail sans craindre qu'il y ait une virgule administrative qu'ils n'auraient pas vue. Il y a aujourd'hui les cours régionales des comptes, il y a une véritable dynamique institutionnelle qui s'est installée. Il y a la loi organique sur les régions. Il y a des choses qui sont mises en place. Il faut continuer dans cette logique d'amélioration, de renforcement des capacités, et en même temps, ceux qui sortent du droit chemin, vous me direz, il est tout à fait normal, à l'approche des élections de 2026, où il est important d'instaurer une confiance démocratique, une démocratie locale. C'est important C'est ça qui fait peur, en fait, au gouvernement actuellement. Pourquoi avoir peur ? Non, parce que la démocratie, on va organiser des élections. Imaginez qu'il y ait peu de personnes qui aillent voter, quoi.
Ça voudra dire, ça mettra un camouflet sur la vie politique en général. C'est vrai que si on laisse les choses telles qu'elles étaient à un moment donné, et qu'il n'y ait pas de confiance de la population, parce que les gens aujourd'hui lisent, les gens sont sur les réseaux sociaux, les gens regardent un petit peu ce qui se sur les passe, réseaux sociaux, et on communique de plus en plus. Voilà. L'information, elle est de plus en plus, elle circule de plus en plus. Peut-être qu'il y aura effectivement un impact sur le taux de participation de la population à ces élections. Mais aujourd'hui, je crois que la volonté de l'État n'est pas de laisser cet état de fait, mais de faire face dès maintenant. Est-ce que cette formule de Abdelwafi Laftit, elle marque pas aussi un tournant dans la communication, alors du ministre de l'Intérieur, mais du gouvernement tout entier, quoi? En tous les cas, ça nous change de Benkiran qui disait Afallahu amma salaf, je me permets de traduire, mais je sais que vous me comprenez, qui disait qu'on pardonne ce qui s'est passé. Nous ne sommes plus dans cette logique. Nous sommes dans une logique où c'était insupportable. Ce paternalisme-là, on supportait ce qui se passait. Ça a duré pendant des années quand même. Hein. Fini l'impunité, je crois que c'était ça le message. Alors cette communication, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la communication du gouvernement. Un gouvernement qui est resté entre tiède, froid et tiède chaud pendant quand même quelques années, et là qui commence à communiquer, ça veut dire qu'il a été bougé par toutes ces manifestations, etc., qui ont eu lieu il n'y a pas très très longtemps. On se retrouve juste après la pub, les infos de Karim Droné, pour la suite des décodeurs, messieurs, vous restez. Bien sûr. Alors, messieurs, je suis avec ce matin Wissam Bouzdani et Mohamed Saïd Tahiri. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Vous savez que quand on fait cette émission, les discussions se poursuivent dans le couloir, c'est absolument passionnant. On continue à discuter. On a commencé avec ce premier sujet. Tout à l'heure, il y en aura un deuxième. On parlera de l'après 31 octobre. C'est très très important de parler de ça parce que ça a un petit peu bougé. Et l'émissaire des Nations Unies, Staffan de Mistura, joli nom quand même, s'est exprimé. Et on revient aux déclarations d'Abdelwafi Laftit mercredi devant les élus. L'époque de la tolérance est révolue. C'est vraiment, c'est une expression forte, hein, très très forte. On parlait de la communication du ministère de l'Intérieur, on parlait de la communication du gouvernement. Hein. Ça change par rapport à ce qu'on a connu. Mais Sam. Oui, je pense qu'il y a une prise en compte du fait que communiquer c'est important. Parce que là je vais parler, c'est surtout plutôt le journaliste en moi qui parle. J'ai essayé vainement pendant ces 4 dernières années par exemple, de décrocher des interviews de différents ministres. Certains répondaient, franchement, mais beaucoup, notamment proches du chef du gouvernement, ne donnaient pas suite. Pour une raison qui était simple et qu'ils expliquaient comme ça, comme quoi en fait, ils préféraient que les réalisations parlent d'elles-mêmes, je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de communiquer et de faire ce qu'ils considéraient comme étant du populisme. Mais je pense que c'est une façon très technocratique de voir les choses. Il y a dans l'approche que les gens ont des affaires publiques, il y a un élément important qui est aussi le pathos. Il faut parler aux gens, il faut toucher à cette corde sensible que chaque citoyen a et ne pas se contenter de chiffres. Moi par exemple, j'avais trouvé un peu, je pense que c'est partagé par beaucoup de monde, mais j'avais trouvé un peu décevant la sortie du chef du gouvernement début septembre, pas tant en termes de réalisation, parce que je pense que sur ce point, il y a pas mal de choses qui ont été faites par ce gouvernement de positif au cours de ces 4 dernières années, mais c'est plus sur l'approche, donc pour réutiliser le même mot, technocratique. Donc je pense qu'il y a un effort qui est fait, et c'est louable, je pense, pour le dire de la sorte.
Je pense qu'on ne peut que être content de ça. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je veux dire, c'est bien de travailler, c'est bien aussi de communiquer sur son travail. Et moi, ça me fait plaisir de voir effectivement enfin des ministres sortir et parler un petit peu de leur réalisation et surtout de ce qu'ils comptent faire. Et c'est vrai que ça nous manquait un peu. Alors on se posait même la question qui est celui qui conseille le chef du gouvernement. Et on était un peu déçus par rapport à sa communication. Bon, maintenant, c'est ça. J'espère qu'on passera à un autre modus. Qui conseille le chef du gouvernement ? Je ne connais pas, je ne connais pas, mais j'ai un avis tranché là-dessus. Il vaudrait mieux qu'il change de métier. Ça, c'est mon avis. Ouais, des communicants, il y en a un pourtant. Hein. Ouais. On va revenir à la moralisation de la vie politique. À votre avis, est-ce que les citoyens marocains vont percevoir ces poursuites, on va dire, comme un gage de transparence, ou comme peut-être un peu des règlements de compte politiques ? Des règlements de compte politiques, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je vois, tout simplement... Comprenez pourquoi je dis ça, parce que... Oui, de toutes les manières. La théorie du complot, c'est la chose la plus facile à sortir à un moment où on n'a pas quand on n'a pas d'argument, justement. Non, maintenant, moi, je crois qu'il y a un message qui est fort, et un message qui est donné au plus haut sommet de l'État. C'est de dire, il est temps d'aller vers la réédition des comptes. C'est fini le temps de l'impunité locale, l'impunité politique. Nous avons mis en place des institutions. Nous avons, comme je disais tout à l'heure, la loi organique des régions. Nous avons les cours régionaux des comptes. Ces institutions doivent bien faire leur travail. Et maintenant, nous sommes, comme je disais, nous avons 2 à 3% du PIB qui part dans différentes formes de corruption. Il est temps que ça s'arrête. La rue est sortie pour dire attention, on veut que ça finisse. Il était tout à fait normal et naturel que l'État reçoive le message et mette en place le bâton. Mais maintenant, le bâton n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit accompagné par des choses concrètes sur la partie procédurale, sur la partie formation des élus, l'accompagnement des élus, tout cela, et la digitalisation, c'est quelque chose qui est très importante. Et il y a de plus en plus, on va de plus en plus vers la digitalisation des marchés publics. Et il faut que la formation des élus puisse suivre dans ce domaine-là. Alors justement, là c'est le ministre, vous parliez de la personne qui tient le bâton, là c'est le ministre de l'Intérieur qui tient le bâton, ce qui arrive souvent. La justice doit rester indépendante de toutes les manières. Mais ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans plein de pays, le ministre de l'Intérieur est toujours là pour rappeler des choses. Mais est-ce que les tribunaux financiers, les organes de contrôle jouaient pleinement leur rôle dans cette histoire, Wissam ? Je dirais que oui, parce que de toute façon, la justice, pour qu'elle puisse enclencher une procédure, il faut qu'elle soit saisie. Et si elle n'est pas saisie, forcément, il n'y aura pas de choses qui se passeraient. Moi, ce que je veux ajouter, en revanche, Franck, à ce que disait Saïd, c'est que en dehors des enjeux de communication, de lutte contre la corruption, je pense qu'il y a aussi un autre enjeu central qui est celui de la crédibilité. Parce que ce qui explique, à mon sens, ces mouvements de protestation qu'il y a eu récemment de Gen Z, mais aussi d'autres mouvements de protestation comme le Hirak du Rif il y a quelques années ou d'autres, c'est le fait que ces gens qui manifestaient ne se sentaient pas représentés par la classe politique qu'il y avait aussi bien au niveau du Parlement qu'au niveau des institutions locales. Et de fait, cette absence de crédibilité a, à mon sens, exposé
l'État de façon dangereuse, de sorte que il n'y avait plus de corps intermédiaires comme on en trouve dans les contextes purement ou foncièrement démocratiques. Donc je pense que c'est le travail qu'est en train de faire l'État actuellement, aussi bien au niveau décisionnel, c'est-à-dire avec toutes ces poursuites, qu'au niveau communicationnel, parce que c'est un message aussi de dire que quand on dit qu'on est en train de poursuivre ou que par exemple être élu local ne signifie plus avoir accès à certains intérêts financiers ou immobiliers entre autres, quand on dit ça, d'autant plus au sein depuis l'institution parlementaire, c'est aussi un enjeu de crédibilité qui est posé sur la table. Donc je pense que c'est un élément qui est important aussi à prendre en compte, surtout dans le contexte préélectoral actuel. Oui, tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Moi, je veux juste confirmer ce que tu es en train de dire par quelques chiffres. Nous avons, je crois l'année dernière, en 2021, il y avait 30 députés qui étaient poursuivis. Je crois que maintenant, c'est le double. Et puis, il y a quelque chose qui était important. Moi, quand j'étais encore un peu plus jeune, je me rappelle d'une période où les députés étaient dans une forme d'impunité, puisqu'on ne pouvait même pas les traduire en justice ils étaient protégés. Et il y avait une procédure qui était tellement compliquée, si bien que certaines personnes de mauvaise foi allaient vers la vie politique, parce que pour eux, c'était une forme de protection contre les poursuites judiciaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, au-delà du mécanisme lui-même, on va carrément demander des comptes par rapport à des terrains, il y a un travail extraordinaire qui est fait à Casablanca, qui continue à se faire à Casablanca, dont a parlé justement Monsieur Laftit, et qui a rappelé que, attention, ce travail qui se fait à Casablanca, il va se poursuivre dans d'autres villes. Donc, moi, j'aurais été député ou élu local ayant fait des infractions, je me poserai la question. Parce que je sais que à un moment ou à un autre, il y a la justice, et cette justice, effectivement, aussi indépendante soit-elle, elle doit être saisie par justement les départements de M. Laftis. Alors là, on a des associations anti-corruption, souvent, au niveau local, au niveau régional, on a des ONG aussi, on a des lanceurs d'alerte, etc. Comment faire pour que la transparence devienne un réflexe ? Et que vous voyez qu'on passe du réflexe, qu'on passe de la peur, en fait, du bâton, au réflexe, à quelque chose qui soit normalisé, normal. Je pense que tout commence par le citoyen. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que je pense que ce qui motive toutes ces affaires, ou le fait qu'elles soient exposées, c'est qu'il y a une volonté, pour reprendre ce que disait Saïd, une volonté populaire de changer les choses. Parce que sans volonté de changer les choses, au niveau des citoyens, les choses forcément vont stagner. Il faut se rappeler un élément important ou fondamental ou essentiel, c'est que ces élus locaux ou parlementaires, ils sont à leur place parce que ils ont obtenu les votes des citoyens. Donc c'est les citoyens qui ont en définitive la responsabilité première. Donc c'est eux qui doivent fixer les règles, bien sûr dans un cadre clair, législatif si on veut, mais c'est eux qui peuvent imposer le rythme et pousser justement ces élus, quels qu'ils soient ou quel que soit leur emplacement, à être transparents. Après, c'est un peu utopique ça, Wissam, de penser que les électeurs peuvent justement, on le disait sur ce plateau. C'est un peu le monde de oui, voyez-vous. Là, on le disait sur ce plateau même, on disait qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut que vous vous rappelez quand on avait parlé de GNZ, de ces manifestations, et on disait à un moment ou à un autre, il faut que le vote soit la sanction des politiques qui a des échecs
des politiques et des politiciens. Maintenant, c'est le cas. Merci d'avoir rappelé, parce que moi je parlais de volonté de l'État, mais merci d'avoir rappelé que cette volonté publique, cette volonté de l'État est elle-même l'émanation de la volonté des populations. Donc aujourd'hui, tout simplement, peut-être est-ce que c'est l'impact du Gen Z ou c'est autre chose, ou en tous les cas ça a toujours été l'orientation du plus haut sommet de l'État, c'est d'aller vers cette reddition des comptes. Tous les discours depuis plusieurs années, ils parlent de ça. Maintenant, on passe sur le terrain et tant mieux pour notre pays, tant mieux pour nous, tant mieux pour les électeurs de demain, de 2026, qui seront peut-être un peu plus en confiance par rapport à ceux pour lesquels ils vont voter demain. Bon, évidemment, moi j'allais faire une plaisanterie, mais il faudrait inventer le corruptiomètre en fait, c'est-à-dire avec un espèce de curseur. Je crois qu'il existe. Ça existe un peu. Oui, dans des formes un peu plus. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est prêt à accepter, on est toujours prêt. Bien sûr, il y a ce discours qui est presque un slogan. Il faut moraliser la vie publique. Oui, il faut que la corruption diminue, mais ça reste des slogans publicitaires souvent. Et on est prêt à accepter, on est toujours prêt à accepter la petite corruption, etc. Mais est-ce que c'est ça, il faut que ces électeurs ou ces futurs électeurs, ils disent non à la corruption chez les politiques. Alors il faut vraiment le dire, quoi. Alors au-delà de tout ce qu'on a dit depuis ce matin et qui est important, il y a un véritable problème d'éducation du citoyen. Mais on l'a fait quand même. On l'a fait un peu, non ? Il faut le faire encore plus, voilà. Il faut le faire encore plus, ça c'est un fait. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je veux dire, aujourd'hui, lorsque vous donnez 100 dirhams à un élu pour vous donner une attestation administrative, vous êtes tout aussi coupable que lui. Et à un moment, il faut peut-être penser autrement, penser qu'il y a d'autres voies pour régler les instances administratives. Moi, je suis également chef d'entreprise et j'ai vu comment certains chefs d'entreprise souffraient effectivement sur des questions administratives, sur des virgules administratives, sur des marchés publics, et par magie, ces appels d'offres s'ouvraient ou des voies s'ouvraient lorsque vous connaissez un tel ou un tel d'une manière ou d'une autre. À un moment, il faut que ça s'arrête. Nous sommes dans une autre logique, nous sommes dans une autre dynamique. Il faudrait quand même arrêter de dire que c'est culturel. C'est-à-dire, on a souvent cette espèce de discussion-là sur la corruption, et t'as toujours quelqu'un derrière toi qui arrive en disant vous savez, c'est culturel. En tous les cas, c'est de moins en moins accepté, ça j'en suis certain. Mais là où vous avez raison, c'est que je pense que ce monde a changé. C'est ça qui est en train de changer, je dirais ça. C'est que ce monde change actuellement. Enfin voilà, on est en train de... Tous les jours dans cette émission, on parle d'un nouveau Maroc, on parle de tout ce qui va être fait, on va tout à l'heure parler de l'après 31 octobre, on peut parler de la Coupe du Monde, on peut parler des infrastructures, on peut parler de la transformation industrielle de ce pays. Et il faudrait garder cette espèce de bouton là de la corruption. Mais c'est ça, il faut dire que le monde change. On est 94e pays sur l'indice de corruption sur 180, c'est un fait. Ça fait peur, ça. C'est un fait. Bon, maintenant, c'est un mammouth, on va pas il faut le dégraisser. Mais mon cher Saïd, les mammouths ont disparu. Ils n'existent plus. On les a, il faut faire en sorte de les dégraisser. On peut pas le tuer d'un coup aujourd'hui. C'est un processus, c'est un long processus. Je crois que l'État est engagé, c'est un plus, et tant mieux pour notre pays, tant mieux pour notre jeunesse. En tout cas, moi je trouve ça très bien, cette nouvelle communication un peu du gouvernement là, qui est beaucoup plus agressive, on peut le dire, même si c'est peut-être pas le mot. On se retrouve juste après la pub, les infos, pour le deuxième thème du jour. On va parler d'ONU, on va parler des Nations Unies, on va parler du Sahara marocain, et on va parler de l'après 31 octobre. Suite
des décodeurs avec mes deux décodeurs du jour, Wissam Bouzdani, journaliste, rédacteur en chef, et Mohamed Saïd Tahiri, spécialiste tourisme, entre autres, et excellent analyste économique et politique. Après le premier sujet, le deuxième sujet, et là on est vraiment dans un sujet qui nous intéresse, hein, l'émissaire des Nations Unies, Staffan de Mistura, veut lancer, il faut que je fasse une recherche sur ce nom-là qui est extraordinaire, on a l'impression que c'est le marquis Staffan de Mistura, quoi. C'est incroyable. Je pense qu'il est d'origine aristocratique. Ouais, bah sans doute, mais c'est un joli nom quand même. Difficile à porter, mais c'est un joli nom. Donc il veut lancer les négociations le plus rapidement possible après la résolution historique du Conseil de sécurité de l'ONU, donc le 31 octobre dernier. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse à Bruxelles. C'était sa première prise de parole après l'adoption de la résolution 2797. Il parle d'une nouvelle énergie et annonce que le vrai travail commence maintenant. Il ajoute: nous attendons avec impatience de voir de la part du Maroc le contenu d'un plan d'autonomie élargi et actualisé. Ça va vite là, ça va très vite. Hein. Il était temps. Effectivement. Maintenant, vous avez parlé du post-31 octobre. Moi, je parlerai du post-6 novembre. Je crois qu'on est passé à une nouvelle étape. Expliquez-nous ça. Je crois que le 31 octobre, c'est le post-6 novembre. Ça fait 50 ans que nous sommes sur nous avons une histoire que notre pays a vécu, un conflit, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'effectivement c'était un conflit. Aujourd'hui, nous arrivons enfin à positionner et à faire valoir la position du Maroc par rapport à cette question. Donc nous passons à une nouvelle étape, celle du post-27-97. Et aujourd'hui, maintenant, il s'agit effectivement d'actualiser un petit peu ce projet, ce programme. Je rappelle que le Maroc a investi des centaines de milliards de dollars dans ces zones, dans ces provinces du Sud. Il l'a investi parce qu'il est c'est une situation normale d'un pays qui croit en sa légitimité dans ces territoires. Karim Bronet tout à l'heure parlait du vent à Dakhla. Il y a également quelques milliards de dollars d'investissement. Le port de Dakhla. Dakhla, c'est la région où il y a le plus bas taux de chômage dans notre pays, 6%. Donc il y a de l'investissement. Maintenant, il est temps de mettre tout cela en valeur dans le cadre d'un programme, dans le cadre d'un projet qui soit partagé, qui soit discuté, avec les populations locales, dans le cadre de la souveraineté marocaine, dans le cadre de cette position du Maroc nouvellement confortée. Oui, Sam ? Maintenant, sur ce qu'a dit de Mistura, je pense qu'il y a à boire et à manger, parce que je trouve qu'il a un peu, cherché à plaire à toutes les parties, et c'est une mauvaise chose, parce que, en tout cas, déjà il faut dire. Déjà, il a identifié les parties. Bon. Alors je dirais que c'était presque un non-dit, quoi. Ça restait un non-dit, quoi. C'est plus le Conseil de sécurité, parce que c'est vrai que quand on regarde la résolution, elle parle de partis de façon générale, mais dans son préambule, elle met sur un même pied Maroc, Polisario, Algérie et Mauritanie. Exact. Ouais. Ce qui est important parce que ça atteste du fait qu'il s'agit d'un différend régional et non d'un dossier de décolonisation comme le prétend l'Algérie depuis 50 ans. La décolonisation, elle est terminée depuis 1975. Voilà, disons, pour être plus exact, depuis 1976, depuis que les accords de Madrid sont entrés en vigueur, donc en février 1976, le territoire est officiellement décolonisé. Ce qui fait retarder le dossier, c'est le rôle de l'Algérie. Alors pour revenir à ce qu'il disait, il y a des choses qui sont importantes. Il a rappelé son mandat, il a rappelé l'existence de 4 partis, il a fait référence à la souveraineté marocaine qui est soulignée explicitement dans le préambule, mais j'ai trouvé qu'il y a 2 éléments qui, moi, en tout cas, m'ont déplu.
Le premier, c'est de faire allusion au document du Polisario, qui parle de référendum et qui n'a pas été prise en compte par le Conseil de sécurité. Je ne comprends pas pourquoi, même s'il dit que la base c'est l'autonomie et qu'après on reste ouvert à tout, je ne conçois pas qu'il puisse permettre ou donner cette possibilité au Polisario de remettre sur le tapis son document qui est en fait un plan proposé en avril 2007 qui propose une voie de sortie, soi-disant voie de sortie sur la base du référendum. L'autre point, c'est qu'il dit que la base c'est l'autonomie, mais qu'il n'y a pas de règlement qui soit clair. Non, je ne me rappelle plus très bien de l'expression qu'il a utilisée, mais en tout cas, en fait, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que le règlement pourrait ne pas être l'autonomie. Et moi, je trouve que c'est trop vague, c'est une interprétation qui est trop extensive de son mandat, qui est en l'occurrence la résolution 2797, et je pense que c'est quelque chose sur lequel il doit peut-être s'expliquer davantage. Un dernier point, c'est que lors de ses différentes rencontres avec Nasser Bourita, donc chef de la diplomatie marocaine, alors Bourita lui a précisé un point qui revient à chaque fois, qu'il a lui-même mentionné dans son rapport, si je ne m'abuse, du 12 octobre 2024, c'est que l'autonomie n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. Et donc, exactement. Voilà. Ouais. Non, moi je crois que, enfin, je comprends un petit peu tes inquiétudes de journalistes, d'investigateurs marocains qui cherchent la vérité, qui cherchent ce qu'il y a derrière, effectivement, les dits et les non-dits, et c'est tout à ton honneur, je veux dire, en tant que journaliste, Wissam. Maintenant, moi je crois que le terrain est délimité. Ça y est, on n'en parle plus. Le terrain, c'est la 2797, c'est le plan d'autonomie proposé par le Maroc. C'est fini, c'est validé par le Conseil de sécurité. Après s'il y a Est-ce que je peux être pire que lui ? Oui, tu as le droit. Pourquoi insiste-t-il sur la nécessité d'un plan d'autonomie élargi et actualisé du Maroc ? C'est lui qui a commencé à en parler. Ça, c'est un point important, parce que avant on parlait du plan d'autonomie seul, sans demander plus d'explications. C'est lui qui, lors de son passage en octobre 2024 face au Conseil de sécurité, a dit qu'il avait demandé aux Marocains, en l'occurrence à Nasser Bourita, de développer plus leur offre d'autonomie. Et j'ai l'impression que sa conception de l'autonomie, elle est vraiment très extensive, parce qu'il avait donné quelques exemples, comme par exemple celui de l'Écosse, qui est une dévolution où, vous savez, l'Écosse, bon, c'est vrai que ça fait partie du Royaume-Uni, mais c'est pas tellement une autonomie, on est vraiment quasiment au niveau de l'indépendance, à quelques détails près, je dirais. Donc, c'est pour ça que je suis inquiet, mais si ça aide à raison, c'est qu'au final, il y a ce Conseil de sécurité qui est là, en tant qu'autorité, et qu'il impose, édicte le rythme, et que finalement, quoi qu'on pense, Mistura de ce Mistura, si vous plaît. Mistura. C'est pas l'aristocratie à ses lettres de noblesse. Mais bon. Exactement. Est-ce que l'Algérie peut traîner des pieds pour revenir à la table des discussions ? Moi je crois qu'il se laisse une porte de sortie. Maintenant, l'Algérie est partie prenante de ce conflit. C'est elle qui a toujours financé, qui a le plus financé ce mouvement. Moi je me rappelle récemment une sortie de l'un des fondateurs de ce mouvement qui disait: nous sommes marocains, nous avons été voir les politiciens marocains qui nous ont fermé les portes, et Kadhafi et l'Algérie nous ont dit: vous voulez de l'argent, on vous donne de l'argent, mais venez, on vous prend sous notre aile. Donc oui, forcément, peut-être que l'Algérie a d'autres visées derrière, parce que et c'est là où je dis, peut-être que dans nos sorties médiatiques, attention à ce qu'on est en train de dire. Il n'y a pas de sortie officielle, mais beaucoup de Marocains commencent déjà à parler du Sahara,
Sahara oriental, c'est ça, le Sahara oriental, Sahara Chortien en tous les cas. Non, moi, ce sont des sujets, ce n'est ni le moment, ni... il faut d'abord régler les problèmes un à un, et je crois qu'aujourd'hui, après 50 ans, moi je me rappelle, le 31 octobre, je suis sorti dans la rue comme des millions de Marocains, et j'ai vu quelqu'un d'un certain âge, en tout cas il était un peu plus vieux que moi, ça vous donnerait une idée, qui me disait, moi ça fait 50 ans que j'attends ce moment. Donc il y a une conviction populaire des gens qui savent, qui pensent, qui croient en la légitimité de notre cause nationale. Il y a un travail extraordinaire, et moi, quand bien même M. Damistoura peut dire ce qu'il peut raconter ce qu'il veut, j'ai confiance en la sagesse, en la clairvoyance et dans le dynamisme des équipes de M. Nasser Bourita et de la vision royale, qui s'inspire de la vision royale d'ailleurs, par rapport à ce sujet-là. Et ça fait 50 ans qu'on ne se laisse pas faire, on ne se laissera pas faire aujourd'hui. En tout cas, il y a cette main tendue. Et puis, je rappelle ce qu'a dit Nasser Bourita, le Maroc et l'Algérie n'ont pas besoin de médiation compte tenu de leur proximité géographique et de leur lien historique. Personne ne connaît mieux l'Algérie que le Maroc, et personne ne connaît mieux le Maroc que l'Algérie. Nous avons la capacité de résoudre nos problèmes nous-mêmes. Dans le fond, il a raison. Ce qu'il faut rappeler, c'est que en novembre 2018, lors de son discours de la Marche verte, Sa Majesté le Roi avait eu cette idée, ou proposé cette idée de mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation pour justement essayer de régler tous les différends communs, bilatéraux, y compris éventuellement frontaliers, mais si en fait le discours de Sa Majesté s'était arrêté au mécanisme de façon globale. Mais moi, pour répondre, Franck, à la question que tu posais tout à l'heure, moi je suis par rapport aux Algériens très pessimiste, et je le dis à partir de leur réaction post-résolution. Déjà, même avant résolution, parce qu'ils se sont vraiment mobilisés pour que cette résolution ne passe pas. Ils ont convoqué une réunion à 3 jours du vote, ou 2 jours du vote initial, pour essayer d'apporter de nouveaux changements qui tronqueraient ce texte. Ils se sont abstenus, ou même pas abstenus, ils n'ont pas voté, ils n'ont pas participé au vote. Et depuis, moi je vois un comportement qui est un peu, je dirais, bizarre, ou je ne sais pas comment le qualifier, mais on est vraiment dans le déni. C'est-à-dire qu'on est passé de ce militantisme au niveau du Conseil de sécurité pour essayer de changer le contenu du texte de la résolution à dire par exemple que au final cette résolution n'apporte rien, et là je cite le ministre des Affaires étrangères algérien dans un passage télévisé du dimanche dernier, il a dit que comme quoi l'Algérie avait été à 2 doigts de voter, n'était la mention tout à fait anecdotique, dit-il, de la souveraineté marocaine dans le préambule. Et par ailleurs, il a aussi eu des entretiens avec le responsable des affaires étrangères au niveau du Polisario, qui ont tous deux donc publié un communiqué saluant la résolution, sans faire aucune mention du plan d'autonomie. Donc moi, ce discours, je ne sais pas si c'est un discours pour faire passer la pilule, mais il me semble un peu, pas très pertinent. Ce qui est sûr, c'est qu'on refera des émissions sur ce sujet, ça évidemment. Mais juste un mot. 30 secondes, je me permets de plagier votre support écrit. C'est l'art de maquiller une défaite. 85% des pays qui se sont prononcés sur ce sujet sont pour le plan d'autonomie. 30 consulats sont ouverts dans le Sahara marocain. Bien sûr. Ça veut tout dire. 9h20. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Les débats express, c'est la nouveauté de la semaine dans les décodeurs. Les débats express, c'est des sujets comme ça sur lesquels on peut discuter. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité française de ces jours-ci. Il y a un débat autour de chaînes, autour de ce qu'on appelle la fast fashion. Alors, il y a plusieurs débats autour de chaînes, mais ça a commencé par un magasin physique installé dans une institution parisienne que certains de nos auditeurs connaissent certainement. C'est le fameux BHV, magasin physique qui arrive. Alors, il y a des marques qui décident de quitter le BHV. Il y a la filière textile qui accuse le BHV de jouer un jeu absolument bizarre. Et
Et finalement, quand on fouille un petit peu, on se rend compte que Shein, Temu, par exemple, les géants chinois de la fast fashion n'épargnent pas non plus notre pays, la filière textile marocaine également. La marque chinoise Shein mène depuis quelques années une concurrence sans merci au textile et au textile marocain. Il y a des marques, par exemple, qui font fabriquer leur textile, une partie de leur textile au Maroc, je ne les citerai pas. Alors, pratique commerciale agressive, ça c'est sûr, on a tous eu Temu sur nos petits téléphones. La part de marché de ces plateformes ne cesse d'augmenter au détriment des franchises installées au Maroc. C'est compliqué de garder une franchise au Maroc. Faut-il réglementer l'installation de ces mastodontes de la fast fashion et est-ce que c'est dangereux tout ça ou est-ce que finalement c'est un peu comme tout à l'heure ce qu'on disait sur la corruption, c'est l'électeur qui doit pousser pour que cette transparence soit plus importante. Là, c'est le consommateur qui doit pousser, qui doit faire son choix. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Alors, assez rapidement. Dangereux, oui. En France, c'était la chasse aux sorcières. Ils ont bien raison. Au Maroc, il y a plus de 70% d'augmentation des importations textiles chinois sur une année. C'est juste énorme. C'est un secteur qui est important. Il y a plus de 200 000 emplois qui sont menacés. Attention, on ne peut pas permettre cela de façon normale. Maintenant, il y a des mécanismes. On est un pays de droit, on est un pays où il y a des lois. Il faut peut-être une équité fiscale. Il faut peut-être... Déjà, je crois qu'on a un peu réglé le problème des droits de douane, déjà. Plus ou moins. Plus ou moins, moi pour avoir été dans une autre vie, dans le secteur, dans l'accompagnement d'entreprises industrielles, l'amélioration de leur compétitivité, je sais que les producteurs marocains, quand ils sont dans des salons face à des géants chinois et des moins géants chinois, ils sont très très mal. Donc à un moment, il va falloir peut-être regarder un peu plus ce secteur, comme on a fait pour l'industrie de l'aéronautique et des voitures d'automobile. Oui, Sam, sur ce sujet vite. Brièvement, moi en fait ce n'est pas tant la concurrence ou la compétitivité qui me pose problème, c'est quand la concurrence est déloyale, quand il y a du dumping, et c'est l'impression qu'on a parfois avec, je ne vais pas parler seulement du textile chinois, mais du textile ou des produits importés depuis un certain nombre de pays. En revanche, au niveau marocain, je pense qu'il faut aussi relever le niveau, essayer d'être aussi compétitif que le sont par exemple les Chinois en l'occurrence dans le domaine du textile, parce que ce n'est pas une raison suffisante de pointer du doigt l'étranger pour essayer de masquer ses propres torts. Et comment tu veux être compétitif quand un pays produit au Bangladesh à 4 € de l'heure le SMIC, donc non, il y a un problème. Deuxième sujet sur lequel j'ai envie d'avoir votre avis, c'est le candidat démocrate Zoran Mamdani, musulman, socialiste, immigré, opposant au président Donald Trump, qui a été élu mardi, maire de New York. Et je vous pose la question, Zoran Mamdani et Donald Trump sont des ennemis, mais ne représentent-ils pas plutôt l'équilibre originel de l'Amérique ? Oui, Sam. For sure. Non, parce que c'est vrai qu'on a tendance... Vous savez, moi je suis un fan de western, quoi. Donc, il y a tout dans le western. Il y a tout. Et il y a tout ça. Il y a des Trump et il y a des Mamdani dans les westerns. Donc, et ça, c'est l'Amérique, ça. Mais un peu plus exagéré, parce que en même temps, moi je parle en tout cas de la classe politique américaine telle que je l'ai perçue personnellement au cours de ma vie, avant Trump. Elle était plutôt centriste, c'est-à-dire qu'il soit républicain ou démocrate, les hommes et femmes politiques américains quand même se retrouvaient dans un consensus modéré. Oui. Là, on a plutôt des candidats que... Moi, j'essaie d'être prudent dans mon expression parce que je ne veux pas dire qu'ils sont à certains égards caricaturaux.
C'est le premier mot malheureusement qui me vient en tête, mais c'est un peu poussé à l'extrême certaines logiques politiques. Moi, je dirais qu'on a du mal à définir le socialisme aux États-Unis. Les socialistes, c'est compliqué. Mais je me pose une question. Rapidement, ça. Très rapidement. Lorsque Donald Trump le traite de communiste, est-ce qu'il ne lui a pas donné suffisamment d'importance et ne lui a pas fait de la pub? Moi, je pense que un peu si c'est comme Staline qui disait aux Français ne votez pas pour le Parti communiste, votez pour le Parti communiste, et finalement les Français en fait exactement l'inverse. Non, moi je suis comme vous, je suis d'accord avec vous. Je pense que il y a pas de contradiction, mais il y a une Amérique identitaire VS une Amérique beaucoup plus ouverte. Et j'ai adoré son discours quand il disait moi, New York a été construite par des immigrants et aujourd'hui elle est gouvernée par un immigrant. C'est l'Amérique. C'est l'Amérique où on peut croire, c'est le rêve américain. C'est l'histoire qui se poursuit, qui continue. C'est très bien. Messieurs, je vous remercie. Vous avez été brillants et passionnants. Et vous revenez quand vous voulez dans les décodeurs. Il est presque 9h28. Tous les matins, 7h-10h.